Qu'est-ce qu'un bon infopreneur selon moi? Déjà, c'est un infopreneur qui se démarque. Si tu arrives à faire une proposition de valeur qui coche toutes les cases de ton persona, là, la personne va plus facilement lâcher son email. La capacité à se faire aimer sur les réseaux, mais vraiment se faire surkiffer, c'est un putain de levier pour vendre. Nouvel épisode, nouvel invité. Aujourd'hui, j'accueille Maxime, le cofondateur de One Speaker Media, une entreprise qui aide les infopreneurs à se développer, notamment via les tunnels de vente et via la publicité en ligne. Et c'est tout ce dont je voulais parler avec lui parce qu'il a une vision de comment faire pour se développer sur les réseaux quand on est un solopreneur, ce qui est mon cas et ce qui est peut-être votre cas à vous. Et du coup, on a discuté de toutes les stratégies à mettre en place, comment définir son persona, comment se positionner, comment aussi utiliser un petit peu le pouvoir de sa propre vulnérabilité et arriver à être authentique sur les réseaux pour faire passer son message. Des sujets qui me tiennent beaucoup à cœur et que j'espère vous aurez autant le plaisir d'écouter que moi je l'ai eu. Bref, c'est parti pour cet épisode avec Maxime et bonne écoute. Maxime, j'avais une question à te poser parce que tu me disais ça juste avant. Tu viens de prendre des cours de golf. Ouais. Et genre, tu t'es dit, vas-y, go, je vais prendre des cours de golf, quoi. J'ai toujours eu envie de tester le golf. Je voyais mes potes qui allaient faire des sessions de practice juste dans des petites zones où tu t'entraînes à taper la balle. Et je voyais plein de potes de plus en plus faire ça. Et je me suis dit, ça pourrait être sympa un jour, mais sans pousser le bouchon plus loin que ça. Et je suis une page qui s'appelle Que faire à Bordeaux. J'habite à Bordeaux. Sur Facebook qui balance des idées de sortie en fait. Pour tous ceux qui sont en manque d'inspiration. Et j'avais vu un post passer sur des initiations offertes, des initiations gratuites au golf. Et j'ai topé deux potes et je leur ai dit, ça vous tente les mecs? Eux, ils étaient grave chauds et c'est comme ça que ça s'est fait. Non, mais j'en ai entendu Trop bien. plein de bonnes choses. Ça rend les gens à moitié accros, tu sais, c'est un peu Ouais, mais je suis grave accro. Hein. je dirais pas une religion, mais genre, tu sais, les gens, ils sont genre, le golf, ça te relaxe tellement, c'est unique, t'es en communion avec la nature et tout. Je me foutais de la gueule de ces gens-là, justement, jusqu'à ce que je fasse cette putain d'initiation qui m'a converti comme jamais. Je me suis inscrit direct après, quasiment après en tout cas. Et j'ai passé toute ma journée suite à l'initiation à mater du contenu de golf, regarder des clubs, comment faire un swing. J'ai regardé des vidéos sur les règles, j'ai tout torché. Pendant 2-3 jours, c'était ça, j'étais dans cette énergie. Et c'est vrai que c'est hautement addictif. Donc, ils ont réussi à te convertir. Ça tombe bien. Bon, j'ai vu ça parce que tu en as fait un post LinkedIn et je trouvais que c'était intelligemment tourné autour de les techniques un petit peu pour transformer les gens en clients. Ça tombe bien, on va en parler aujourd'hui. J'ai été mal poli parce qu'en fait, en gros, le podcast vient de commencer et normalement, il faut commencer en bonne et due forme par présenter un petit peu son invité. Bon, on se connaît tous les deux, mais pour l'audience qui ne te connaît pas, je te laisse la parole et nous dire un petit peu qui tu es. Ouais, bah écoute, moi j'avais pensé à me présenter à la fin pour faire un petit peu. Ah oui, au fait, alors ce mec, on vient de faire les gens ensemble, il s'appelle Maxime. Salut, allez, bonne soirée. Non, du coup, vous le voyez, je pense, hein, je m'appelle Maxime d'Oliveira. J'ai une agence que j'ai cofondée avec mon associé Antoine Gramont où on s'occupe des infopreneurs qui veulent scaler leur business, qui font 100 000 euros à l'année et on leur apporte toute notre expertise sur le sujet pour qu'ils puissent avoir de meilleurs revenus parce que généralement à 100 000 euros de chiffre d'affaires à l'année, tu sais plus trop sur quel levier t'appuyer pour générer encore plus de croissance et c'est ce qu'on apporte à nos clients. Et récemment, on est en train de prendre un virage de formateur, classique comme tout le monde, qui ont des résultats en tout cas, voire certains non. Mais en tout cas, on a pris ce virage vers la formation en ligne, on apprend les techniques qu'on emploie pour nos clients, pour ceux qui n'ont pas le budget, les infopreneurs et les coachs en ligne, à faire de même dans leur business. Grâce à nos techniques, c'est pas un accompagnement où on fait du done for you, là c'est eux qui le font, mais en ayant accès à notre matière grise. Et toi, à la base, tu as un background un peu comme le mien, bon, avec quand même des différences notables, mais en gros, tu as fait du media buying, quoi, de la publicité Facebook. Même tu as travaillé chez Facebook. Ouais, je pense que j'ai le parcours de monsieur et madame tout le monde hein, sur ce sujet-là, sauf l'expérience chez Meta, qui était Facebook à ce moment-là. Mais ouais, j'ai fait du dropshipping quand j'étais au lycée en BTS, donc en bac plus 2. J'en avais marre des cours et j'avais envie de m'émanciper ultra rapidement, de ne pas dépendre de ma mère qui avait des revenus assez fragiles et qui me payait pourtant, qui avait voulu me payer mes études, mon logement, ma nourriture, mais grâce au dropshipping, je me suis émancipé très rapidement et j'ai pu
me prendre en main tout seul finalement. Et je me suis fait mes premières armes, notamment sur Facebook Ads, à ce moment-là. Le dropshipping, je suis quand même quelqu'un qui est en quête d'éthique dans tout ce qu'il fait, et je trouvais pas ça formidable sur ce point-là. Le dropshipping, à cette époque-là, ça venait d'arriver en France. Donc j'ai arrêté, j'ai fait du développement de comptes Instagram, de pages Facebook à l'époque, sur des comptes un petit peu bullshit, de motivation, alors que je me levais à 9h du mat, 10h, je postais des trucs en mode lève-toi à 5h du matin, fais des trucs de ouf. Sauf que je respectais pas du tout ça. Mais j'ai appris le volet organique à ce moment-là. Et suite à ça et au dropshipping, j'ai pu contrebalancer les deux aspects, parce que j'étais sûr que je voulais travailler dans le marketing digital, je savais pas quel aspect aborder. Et j'ai pris beaucoup plus de plaisir à analyser de la data, et faire de la publicité sur Facebook plutôt que de créer du contenu de manière organique. Ça se ressent d'ailleurs si tu vas voir mon compte Insta ou mon compte LinkedIn. Je suis pas le mec le plus hype sur la création de contenu. Par contre, sur les ads, je bombarde. Et à la fin de mes études, j'ai pété un câble. J'ai voulu découvrir une culture étrangère. Et je suis étrangère pas tant que ça, puisque j'ai fini au Portugal, je suis portugais. Et j'ai fini à Lisbonne à bosser chez Facebook. J'avais postulé, j'avais été pris. Et j'ai fait mon petit bonhomme de chemin pendant 11 mois et j'ai dépensé 10 millions de dollars pour mes clients. Ouais, quand même. Comme ça. C'est pas rien, tu vois, c'est le passage un peu charnière, quoi, tu vois. Ouais, clairement. En fait, j'avais toujours voulu me lancer en tant que média buyer ou créer mon agence avant l'épisode Facebook. Mais disons que ça a été un gros accélérateur. En fait, je m'attendais à monter mon agence, je sais pas, 3 ans ou 4 ans après. Et finalement, je l'ai fait directement après mon expérience chez Facebook. Et ça a été un grand accélérateur, clairement. Ouais, putain, ça franchement, c'est trop, trop stylé. Mais parmi les comptes, quand tu dépenses genre 10 millions en un an à peu près, tu dois avoir pas forcément que des infopreneurs. Je dis des infopreneurs parce que c'est vers là que vous vous êtes dirigé avec Antoine et toi. Qu'est-ce qui a fait que finalement, tu as dit, allez, fuck Facebook, maintenant je me dirige vers de l'infoprenariat et de la conversion des tunnels de vente? Déjà, quand j'avais chez Facebook, tu fais bien de le souligner, effectivement, j'avais un portefeuille client où 90% du temps, voire même 95%, c'était de l'e-commerce. Du coup, il y avait des SaaS, il y avait plein de trucs. Mais il y avait 1% de mes clients, c'était des infopreneurs et des coachs en ligne. Et je ne sais pas si c'était parce que ça m'a apporté une vision nouvelle dans tout ce que je faisais au quotidien qui m'a branché sur les infopreneurs, ou si c'est parce que je kiffais vraiment ça. Mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'avais un client parmi les 30 ou les 90 que j'avais, c'est des ratios tout cons, mais le fait de ne pas faire ce que je faisais avec les e-commerçants, ça m'a montré une nouvelle voie et je prenais grave de kiff à faire ça. Et je voyais des mecs qui faisaient grave de thunes en dépensant que dalle. Et je me suis dit que ça pouvait être une niche intéressante pour l'après Facebook. Et au fur et à mesure du temps qui passait, j'ai eu 4 ou 5 infopreneurs sur 156 pour être exact. Je me suis dit que j'allais me focaliser sur eux parce que du coup, si nous, Facebook, on acceptait autant d'e-commerçants, mais dans notre portfolio, en tout cas dans notre boucle de clients, on avait aussi peu d'infopreneurs, c'est que j'étais certain qu'il y en avait plein qui ne se faisaient pas accompagner. Et j'y ai vu un boulevard, et c'est vrai, quand tu regardes toutes les agences, encore une fois, je pense qu'on retrouve à peu près ces pourcentages, ça en a 90% des agences qui s'occupent des e-commerçants. Et donc j'ai voulu prendre ce boulevard, bénéficier de cette opportunité, et c'est ce que j'ai fait directement après Facebook. J'ai commencé par une auto-école en ligne, donc on reste dans l'e-learning, et puis en plus de ça, il y a eu le Covid aussi à ce moment-là. Donc tous les infopreneurs ont fleuri et là pour moi c'était l'opportunité à saisir tout de suite en fait. Alors, je vais d'abord commencer par poser la question qu'est-ce qu'un infopreneur pour ensuite on se dirige plus largement sur en gros comment faire comment établir une stratégie pour générer des leads.
il y a plein de manières d'aborder le sujet, mais je vais en parler avec ton regard sur la chose. Mais Ouais. d'abord, retour sur ce thème qu'on a abordé plusieurs fois, qui est peut-être clair pour nous deux, mais qui mérite peut-être d'être éclairci. C'est quoi un infopreneur? Un infopreneur, c'est tout simplement une personne qui vend de l'information, des produits digitaux, comme par exemple une formation en ligne ou des PDF. C'est souvent tourné sur de l'éducationnel en tout cas, de l'éducation. Et donc, quand c'était une auto-école en ligne, ils vendaient des formations en e-learning ou c'était de l'accompagnement, par exemple? C'était de l'e-learning, mais après ils récupéraient tous ces clients, tous les clients qu'ils avaient grâce à l'e-learning pour les faire passer sur leur auto-école. Et leur réseau était étendu sur toute la France entière, donc peu importe qui achetait, il y avait forcément une auto-école pas loin de ce réseau-là. Mhm. Alors, Je tairai le nom, mais vous pourrez peut-être deviner. alors le sujet de l'infopreneuriat, bah, toi, te concerne directement de par l'activité que tu as menée et la direction aussi que vous essayez sans doute de prendre, enfin, que vous envisagez potentiellement. C'est également mon cas, je considère, même si j'ai pas encore de formation. Tu vois, je vois je vois une formation, j'allais dire. J'ai une formation gratuite, mais j'ai pas de produit derrière. Et c'est un truc que je trouve ultra intéressant. Il y a plein de choses à faire. Donc, bien sûr, tu as plein de choses aussi à nous apprendre là-dessus. Toi, qu'est-ce que tu regardes chez un infopreneur en particulier pour te dire là, il y a du potentiel dans ce qu'il fait, il a, je sais pas, des bonnes bases, un truc solide. Qu'est-ce que tu identifies voilà, c'est quoi les qualités d'un bon infopreneur finalement? Alors, justement, je vais juste éclaircir un point en amont parce que tu me disais, j'ai une formation en ligne. Euh, Moi, je pense que tu as quand même, tu t'exerces quand même en tant qu'infopreneur. Finalement, c'était une formation en ligne, même si elle est gratuite. Et tu disais que tu n'avais rien à vendre derrière. La vérité, c'est que tu as quelque chose à vendre derrière, j'imagine. Pourquoi tu fais cette formation en ligne? Tu vois le truc? Ouais, ouais, bien sûr. Alors, c'est vrai que j'ai pris un raccourci dans mon raisonnement. Euh, pour moi, en tout cas dans ma tête, le schéma traditionnel et ce que je vois régulièrement, c'est un produit gratuit qui redirige vers un webinaire gratuit. Donc on augmente un petit peu la valeur progressivement et l'engagement aussi des personnes pour derrière arriver vers un produit payant et d'autres encore qui découlent. Donc pour faire très simple, c'est formation gratuite vers formation payante. Moi pour l'instant je fais formation gratuite. Voilà, je capte des emails. Derrière, ça peut m'amener des contacts via une newsletter, auquel cas ça peut être plus du service que de la formation ou du coaching, quoi, mais pas des produits. Et peut-être qu'un jour, c'est vrai, mobiliser cette mailing list pour vendre des produits. Voilà, je pense qu'il y a d'autres manières de fonctionner, mais en tout cas, c'est comme ça que je le considérais à l'heure actuelle. Maintenant, pour répondre à ta question, qu'est-ce qu'un bon infopreneur selon moi? Déjà, c'est un infopreneur qui se démarque. Et quand je dis qu'il se démarque, c'est pas par rapport à des stratégies marketing à la con, les derniers trucs à la mode. Je parle vraiment sur le plan de la personnalité, en fait, de l'infopreneur. Et forcément, une forte personnalité, on va pas sortir le gros mot du mec clivant, Mhm. etc. Ça c'est vu et revu, mais juste le fait de se démarquer, ça pour moi, ça joue énormément Mhm. sur qu'est-ce qu'un bon infopreneur. C'est quelqu'un qui assume ses propos et qui sait aussi transmettre Mhm. correctement, de manière fluide et simple. Mhm. Et à partir du moment où un infopreneur arrive à faire ça, déjà ça se ressent sur ses réseaux sociaux. Il arrive à faire du reach facilement. Il arrive à créer une communauté. Il y a aussi cet aspect identitaire et communautaire qui est très important. Le fait de savoir rassembler des gens et de faire en sorte qu'ils nous aiment. Mhm. Et tu dois connaître cet adage, c'est quand on aime, on achète. Ça pour moi, la capacité à se faire aimer sur les réseaux, mais vraiment se faire surkiffer, c'est un putain de levier pour, acheter, Mhm. Mhm. pour vendre. Et pour moi, déjà, si un infopreneur a ça, c'est juste incroyable. Après, derrière, bien évidemment qu'il y a des bases en marketing. Et encore une fois, je ne parle pas de toutes ces stratégies à la con, de tous ces derniers hacks à la mode qui marchent pendant 2 semaines et puis après c'est terminé. Je parle vraiment de vrais leviers marketing qui marchent depuis des dizaines et des dizaines d'années et qui marcheront encore dans les siècles à venir. Et cet écosystème-là, ça joue aussi sur le potentiel d'un infopreneur. Et je pense qu'il y a ça en fait. Le fait de savoir se démarquer, avoir une vraie compétence à vendre et à enseigner, et avoir un écosystème qui convertit
toutes ces personnes qui peuvent être intéressées, en tout cas la communauté, vis-à-vis du sujet que l'infopreneur traite. Est-ce que les infopreneurs avec lesquels tu as travaillé, si tu les as identifiés peut-être parce qu'ils avaient déjà sans doute des bonnes bases, est-ce que derrière tu étais capable aussi d'analyser un petit peu ce qu'ils faisaient et de les conseiller sur ce qu'ils faisaient pour peut-être améliorer, ou tu te contentais d'intervenir sur justement leur partie marketing sur lesquelles tu avais sans doute plus de compétences qu'eux? Ok, non, moi j'agissais, j'agis encore d'ailleurs, toujours à 99% des cas dans la sphère marketing. Mais par moment, effectivement, après c'est encore dans le marketing, je vais conseiller aussi sur, là on va lancer une promo dans pas longtemps, il faut que tu sois présent sur la sphère organique, ça reste du marketing finalement. Donc, en fait, non, que du marketing. Je ne les conseillais pas sur leur manière d'être parce qu'ils savent déjà très bien le faire, j'ai rien à leur apprendre dessus, je ne vais pas leur dire de changer de personnalité pour mieux vendre. Tu vois, encore une fois, on revient au marketing. Ouais. La personnalité, c'est aussi un élément déclencheur d'un bon marketing. Donc, c'est vrai que cette question est compliquée à répondre. Ouais, excuse-moi de poser les questions qui fâchent, mais c'est comme ça que après, derrière, on apprend des trucs. Non, mais à vrai dire, je pose ces questions, c'est pas innocent. Je pense que moi, perso, ça m'intéresse. Donc, ça doit intéresser d'autres personnes. Et puis, c'est un sujet auquel je me confronte personnellement. Donc, toi, tu as des trucs à m'apporter et je vais apporter aussi peut-être mes dernières découvertes. Le week-end dernier, j'ai participé à un workshop à Barcelone sur le personal branding qui était donné par un mec qui s'appelle Chris Do. Je ne sais pas si tu vois, c'est un mec d'origine vietnamienne, mais en fait ricain, émigré aux États-Unis. Il a une grosse présence en ligne. Il parle de création d'entreprise, de branding, etc. C'est un designer qui a eu une grosse boîte, qui a gagné un Emmy Award. Tu sais, pour les plus grandes séries, il gagne des Emmy Awards. Donc lui, c'est ça. Okay. Et il a donné un workshop sur toute une journée sur le personal branding. Et finalement, ce qu'il disait, ça revenait à ce que tu disais, mais il employait des mots différents sur la personnalité et 3 éléments essentiels. 1, la confiance en soi. Alors, c'est pas la fausse confiance, genre moi je suis le meilleur. Voilà, faut derrière avoir de quoi prouver, ça légitimise, etc. ta confiance parce que derrière, on peut pas te challenger, quoi. Genre, déjà, si ça repose sur toi, on va pas te challenger toi parce que c'est toi et pas une autre personne. Et ensuite, par ton expérience et ton vécu, quoi. Deuxième chose, la vulnérabilité. En se disant que finalement, ne pas avoir, tu sais, se donner un persona mais qui reflète pas qui on est. Juste en dernier, et je te laisse la parole juste après, c'est la conscience de soi-même, mais pas genre j'ai envie de me donner cette image parce que j'ai conscience de mes faiblesses, mais plutôt les assumer, connaître ses forces et ses faiblesses et se présenter ainsi devant le monde, quoi. Désolé pour un peu cette litanie. Je sens que tu avais des trucs à dire là-dessus, donc tant mieux, let's go. Ah non, mais la vulnérabilité, franchement, mec, tu mets le doigt sur un truc incroyable. Un levier puissant. Les gens, ils en ont marre de voir les mecs trop forts, déshumanisés. J'ai un client, peut-être que vous le connaissez, c'est Mathias Montavon. Il fait des formations sur le vidéomontage. Ce mec-là, c'est le mec le plus vrai que je connaisse sur les réseaux. Et c'est vrai que ça se retranscrit dans le business, mais il ne fait pas ça pour le business. Il s'assume pleinement. Et justement, il y a eu un épisode dans sa vie, sur les 4-5 derniers mois peut-être, voire même un peu plus longtemps, où il mettait un peu plus de côté sa vulnérabilité et ça a impacté son business mais d'une manière drastique. Et là récemment, il a fait une vidéo où il s'excusait et où il redevenait entre guillemets humain et son business est reparti. La vulnérabilité, c'est quelque chose d'ultra important et c'est ce qu'on recherche quand on souhaite s'identifier à quelqu'un, peu importe le domaine. Je ne cherche pas à trouver quelqu'un qui n'a aucune faiblesse, déshumanisé, parce que du coup, on ne peut pas s'identifier à lui. Et du coup, on ne peut pas lui vendre quelque chose. C'est ouf, hein, parce que je l'ai vu la vidéo en question. Et Mathias, je le suis un petit peu de temps en temps. J'ai vu quelques-unes de ses vidéos. Je ne suis pas un hardcore fan, mais je trouve qu'il fait quand même des trucs très propres. Il a une vraie patte et une personnalité, comme tu l'as dit. Et cette simple vidéo où il se met devant la caméra, montage très très basique, et tu sens, il a la voix un peu tremblante et tout, et il laisse vraiment transparaître ses émotions. Et j'ai vu la vidéo, tu vois, j'ai senti vraiment une connexion. Je me suis dit, merde, putain, c'est honnête de faire ça. Je
j'applaudis, quoi, tu vois. Ouais, mais franchement, c'est ce qu'il avait perdu et c'est ce qu'il avait fait connaître en fait. Mhm, Il avait fait une vidéo qui s'appelait Bats-toi seul il y a 5 ou 6 ans, je sais plus. mhm. Et c'est là que j'ai découvert. Et le mec, il s'est carrément défroqué, il a chialé devant la caméra, comment tu veux ne pas créer de lien à part Ouais. toujours ces connards qui vont dire ah regarde cette fiotte elle chiale devant la caméra. Enfin, mais moi j'ai trouvé ça ouf, j'ai même pas les mots tu vois pour expliquer. Mhm. C'est un artiste, c'est un artiste. Eh ben, si tu veux, je te propose qu'on continue d'explorer un petit peu ce sujet parce que si ça t'intéresse, en tout cas, moi, tu vois, c'est un truc genre, j'ai un petit peu découvert ça, enfin, mis ça en lumière récemment dans ma vie et j'ai fait, putain, c'est vachement fort. Et bah, du coup, ça m'intéresse d'en parler avec toi. Je te donne un exemple pour revenir un petit peu sur le workshop et que moi, je t'apporte peut-être des trucs que j'ai appris, Ouais, grave, si je ça suis te trop dit. chaud. Donc, le mec nous a fait un petit exercice où en fait, tout part de la vulnérabilité pour faire simple. Si tu arrives à être vulnérable, en gros, tu assumes tes faiblesses, ce qui te rend conscient de tes forces et de tes faiblesses. Et en ayant ça et en l'assumant, bah, finalement, ça te donne confiance en toi. Donc, tu as un petit peu ces trois éléments, mais tout part de la vulnérabilité. Donc, pour ça, il nous a demandé un exercice tout simple où, en gros, on devait un peu être euh, autocritique, on va dire, où tu devais essayer de mettre le doigt sur vraiment le truc qui te fait le plus mal dans ta vie, tu vois. C'était vraiment développement personnel, c'était assez surprenant, hein. C'était pas exactement ce à quoi je m'attendais, mais c'était super. Et le condenser en deux mots. Il donnait l'exemple d'une de ses collègues. En anglais, elle disait qu'elle était attention seeker. Donc elle est à la recherche de l'attention des gens, tu vois. Et elle, ça la faisait souffrir de dire ça. Genre, elle se sentait mal à l'aise, tu vois, ça la travaillait. Genre, et il voulait qu'on arrive à mettre le doigt là-dessus pour ensuite sublimer ce mot-là. Elle, en anglais, ils ont fait attention broker. Tu sais, un broker, c'est quelqu'un qui fait du trading, en gros, quoi. Ouais. Et il a fait un jeu de mots en anglais, hein. Désolé pour ceux qui parlent pas anglais, mais attention broke her. Tu vois, l'attention l'a brisé. Et tu vois, ça fait ce côté un Énorme. peu vulnérable, mais drôle en même temps. Et donc, pour la petite anecdote, je me suis prêté au jeu. Je suis allé sur scène à la toute fin du workshop, on était 5. Et donc, je suis arrivé sur scène. J'avais le micro, tu sais, dans la main qui tremblait comme ça et tout. Parce que moi, en fait, j'estime que j'ai besoin de l'approbation des autres, si tu veux. J'ai un petit peu peur du rejet et tout. Rien que le dire là dans le podcast, tu vois, ça me met un petit peu mal à l'aise. Donc, je crois que j'ai bien mis le doigt dessus. Et bah, déjà, rien que le fait que j'aille sur scène et tout, c'était cool. Mais en fait, le concept que j'ai balancé sur scène, on devait un petit peu l'articuler avec cette espèce de mot de l'ombre sublimé, si tu veux, quoi. Moi, j'ai dit shake that ads, genre un ads shaker. Et si tu regardes sur mon LinkedIn aujourd'hui, c'est ça, c'est je secoue vos Facebook ads. Énorme. Et je me suis marré à le faire. Et j'en discutais avec un média buyer hier, où je lui disais, tu vois, genre 99% des médias buyers vont avoir une image très carrée, léchée, professionnelle, corpo, etc. Ils peuvent mettre le twist qu'ils veulent. En tout cas, je suis sûr qu'ils prendront pas mon axe à moi parce que c'est moi, c'est authentique. Faut quand même être un peu vulnérable pour assumer le côté what the fuck et savoir que ça va écarter des gens qui veulent pas cette image-là. Donc Ouais. voilà un petit peu mon travail actuel. Qu'est-ce que t'en penses? Les mecs, moi je trouve ça ultra intéressant. Et du coup, donc là, on a ce levier-là où toi tu l'exploites sur le plan du coup marketing, Mhm, en tout cas sur LinkedIn. mhm. Comment tu te vois pousser ça encore plus loin? Ça Euh, m'intéresse, je suis vraiment trop curieux. Ouais, c'est une bonne question, mais tu vois, j'ai pas eu d'épiphanie, hein. Si j'ai choisi cet axe-là, entre autres, c'est parce que une fois que je suis passé sur scène et que j'ai dit ads shaker, shake that ads, tout le monde s'est marré dans la salle. Donc, je me suis dit, bon, bah, apparemment, j'ai mis le doigt sur quelque chose, tu veux. Je suis descendu de scène, c'était la fin du truc, et puis il y en a qui m'ont fait, hey, shake that ads, machin et tout, genre, trop cool, tu vois. Et en fait, juste après qu'on soit passés tous les cinq là sur scène, le Chris Do en question, il est revenu sur scène et il a dit c'est qui a dit Shake That Ads? Donc je lève la main, il fait toi là tu tiens un truc. Donc autant te dire que si tu veux, je commençais à me dire bon, il y a une espèce de faisceau d'informations qui me dit let's go. Mais du coup, excuse-moi de te couper, mais Mhm. ça a l'air d'être ultra compris et d'ailleurs, tu as été limite ovationné pour cette trouvaille. Mais c'est des personnes qui parlent anglais. Est-ce que tu n'as pas un peu peur sur le marché francophone, du coup, sur ce jeu de mots? Euh, je me suis vraiment posé la question et je l'ai dit au mec, j'ai fait j'aimerais bien avoir la traduction de ce truc, mais j'ai commencé à le tester un petit peu auprès de gens qui connaissent la problématique, c'est plus facile.
Et ensuite, il y a le côté je secoue vos Facebook Ads avec le petit emoji pêche, tu vois, qui laisse assez peu de doutes. Voilà quoi. Mais il y a déjà ça. Et puis, au final, c'est quand même un monde qui est plutôt très anglophone, hein. Franchement, avant, j'étais quoi? J'étais freelance, social ads, je fais du media buying sur Facebook et TikTok. Genre, il y a presque pas un mot de français. Donc, quelque part, c'est pas plus grave que ça, je trouve. Ouais, ouais, c'est vrai, t'as raison. Ouais, peut-être que tu vas te nicher sur le marché anglophone, hein, qui sait? Bon, pourquoi pas, hein, tu sais, franchement, non, mais j'ai eu quelques touches avec des clients anglais, voilà. Mais aujourd'hui, c'est surtout des Français, donc c'est vrai que je me suis posé la question, genre, mais est-ce que AdShaker et tout? Bah écoute, c'est comme ça, on verra bien si ça marche. Tu vois, je t'ai dit, j'ai pas eu d'épiphanie, j'essaie de suivre Ouais. un peu le truc et de l'adapter Ouais, à ma sauce, t'écoutes quoi. ton cœur finalement pour le moment et tu suis un petit peu ton instinct là pour le coup. Ouais, c'est ça, en fait, je sais pas, j'essaie d'avoir un truc qui me ressemble. Je pense que Ouais. c'est Mais important. t'as toujours eu cette image pour le coup, mine de rien, hein. Ouais, Je trouve. C'est juste que là, c'est plus assumé pour le coup. ouais, ouais, bah écoute, alors je suis content que tu dises ça et c'est peut-être un peu mal poli, j'espère que tu le prends pas mal, mais j'ai l'impression qu'on parle Non, beaucoup de ça moi dans va. le podcast alors que c'est toi mon invité. Donc, si tu veux, tout de suite on reprend sur toi, tu sais, équité et tout, comme à la présidentielle. Mais ouais, ouais, en fait, même avec le podcast, tu vois, ce podcast-là, Ouais. ultra giga cool, genre pareil, genre j'ai aucune peur que quelqu'un me pique le terme ultra giga cool et aille déposer la marque, tu sais, la propriété intellectuelle, quoi. Genre, Hmm. personne va aller le faire parce que c'est un truc, c'est décalé, c'est un peu what the fuck, c'est en plein dans ta face, tu vois. Hmm. Et bah, si on aime bien, on aime bien, si on n'aime pas, on n'aime pas. Et au final, bah, je pense que c'est tant mieux parce que sans être genre inutilement polarisant, bah ça l'est quand même, quoi. Hmm. Grave. Mais j'aime beaucoup ce côté assumé. J'adore les gens authentiques comme toi ou comme Mathias pour reprendre l'exemple de tout à l'heure. Et pour rebondir sur la vulnérabilité, je Mhm. pense qu'après on va passer sur d'autres sujets. Ouais, ouais. Il y a une vidéo que j'invite enfin, toutes les personnes qui visionneront ce podcast d'aller voir sur YouTube. C'est le pouvoir de la vulnérabilité. Il faudrait que je te retrouve ça. Peut-être que tu pourras mettre le lien dans la ressource. Mais c'est une vidéo que j'avais vue, c'est un TEDx d'une chercheuse et qui a dédié toute sa vie, en tout cas une grande partie de sa vie, sur la vulnérabilité. Et elle fait des liens intéressants avec le business. Je ne vous spoil pas plus parce que nous, on doit parler d'autre chose. Mais en bio, je pense que Gaëtan mettra le lien pour que vous puissiez aller regarder. Ça va venir compléter le sujet qu'on aborde depuis un bon quart d'heure quand même. Ouais, ouais, non mais bon, en soi, franchement, je suis bien content, mine de rien, qu'on ait abordé ce truc parce que même si ça paraît un petit peu volatile, un peu imperceptible comme ça, je pense que c'est. Hmm. Enfin, quand je commence à mettre le doigt dessus, je trouve ça fondamental, mais fin de la grosse parenthèse. Et Fin de la grosse parenthèse, mais qui était très utile finalement parce que on vient quand même de mettre le doigt sur quelque chose de hautement différenciant si on veut se démarquer en tant qu'infopreneur, coach en ligne ou autre d'ailleurs. Le personal branding, c'est super important, on le sait tous maintenant. Et la vulnérabilité, je pense que c'est quelque chose qu'il faut appliquer maintenant et arrêter avec tous ces trucs bullshit du je suis parfait. C'est pas vrai, t'es pas parfait, personne ne l'est. Et ça, je trouve que la vulnérabilité, on en a fait une fausse conception du c'est négatif, on va tous te prendre pour une fiotte, alors que pas du tout. On se rend compte d'ailleurs avec des exemples que c'est justement ce que les autres recherchent de plus en plus, et mhm. que certes ça va déplaire à d'autres, mais ça va renforcer les liens avec ceux qui t'aiment déjà. Ouais, c'est ça. Donc voilà pour la parenthèse. Ouais, bah non, mais écoute, au moins on est raccord là-dessus. Et je Claire. laisse l'audience ensuite nous dire dans les commentaires et compagnie ce qu'ils en ont pensé, si vous partagez cet avis. Mais du coup, je te propose qu'on fasse comme on s'est dit, c'est-à-dire retourner sur des trucs un petit peu plus, j'ai envie de dire, terre à terre, actionnables. Ouais. L'idée, c'est, en partant des infopreneurs, d'élargir vers la génération de leads, à savoir Ok. toi, quel est ton plan d'action, ton plan de bataille sur, je suis un infopreneur, on va dire, mais bon, ça reste des conseils applicables, je pense, à d'autres modèles. Comment tu Mm. fais, toi, via une présence en ligne, via peut-être des ads,
pour aller te développer, choper des leads, faire du CA et avoir un truc qui tourne, quoi. C'est une très grosse question, mais ça te laisse le chemin pour élaborer. Grave. Déjà, tu parles de... Bon, tu fais allusion au trafic. Ça, c'est une étape qui vient après. Quoique, le trafic, je trouve que c'est devenu une commodité comme... C'est devenu aussi accessible qu'aller chercher son pain à la boulangerie en France, pour te dire. Ou aller chercher du sel au supermarché. C'est devenu une commodité, c'est pas dur aujourd'hui d'avoir du trafic. Avant c'était dur, aujourd'hui c'est trop facile. Ce qui est dur c'est la conversion. Mais du coup, pour pouvoir toucher cette conversion, que ce soit sur du lead gen ou sur de la vente directement à proprement dite, il y a un premier travail de fond à faire et c'est celui de connaître son audience, le fameux persona. Et ça c'est la première grosse fondation à bosser avant de faire quoi que ce soit dans le business. Si tu connais pas ton audience, tu vas avoir un message qui porte pas, tu vas avoir un message qui ne parle pas, et du coup derrière, tu vas peut-être avoir du trafic. Et encore, c'est pas dit parce que du coup, tes publicités doivent être en accord avec ton audience cible, ton persona en tout cas, ton client type idéal, et elles ne cliqueront pas. Quand bien même il y en a qui cliquent, derrière, si l'expérience utilisateur ne reflète pas les problèmes de l'audience, ne transpire pas le persona que tu es censé avoir dressé au début, tes conversions, tu peux te les foutre au cul. Allez, on va le dire un peu plus tranquillement, enrobé. Très actionnable. Voilà, très actionnable, j'avoue. Mais du coup, c'est la première grande étape. Et bon, on va pas faire un épilogue là-dessus. Je pense qu'il y a pas mal de vidéos qui traitent déjà du sujet. Mais voilà, connaître son persona. Une fois que ça c'est fait, là, tu vas commencer à construire ton écosystème en lien avec ton produit. Mais avant même d'envoyer du trafic, il y a toute la construction de ce tunnel de vente, ou en tout cas du tunnel proprement dédié au lead gen. Et le choix de son lead magnet, qui généralement est, en français c'est un aimant à prospect, c'est de la valeur que tu donnes gratuitement, ça peut être un PDF, un webinaire, une conférence gratuite, un challenge offert, ça peut être plein de trucs. Mais c'est quelque chose que tu vas offrir à ton audience pour lui apporter de la valeur, venir renforcer ta position vis-à-vis de lui et vis-à-vis de tes concurrents aussi, pour qu'à la fin, cette personne-là, ton prospect se dise c'est par lui que je veux passer. Mais il y a un choix important à faire, c'est choisir son lead magnet, son ou ses lead magnets. Et ces lead magnets ne peuvent pas être pris au hasard. Ils doivent être eux aussi en lien avec le questionnaire que tu auras réalisé, ton enquête sur le persona. Tu ne vas pas proposer à un mec qui veut perdre du poids, j'ai dit une connerie, la pilule magique qui va te faire perdre 10 kilos en 2 semaines. Alors que le mec sur ton marché, tu sais très bien qu'il y a eu 99% d'échecs, que généralement c'est des grosses cams, et merde, en fait, j'ai déjà vu, je m'en branle ton truc, ça n'a pas marché, donc je vais pas te donner mon adresse mail pour un truc à la con. Si tu arrives à faire une proposition de valeur qui coche toutes les cases de ton persona, ben là la personne va plus facilement lâcher son email. Et déjà ça passe par le produit du coup. Et ensuite tu as le copywriting, comment bien amener le truc. Et ensuite c'est la partie tech et les ads. Et tu balances du trafic dessus et tu as des leads. Et après à toi de faire des choix judicieux. Est-ce que tu vas demander un numéro de téléphone pour ensuite les recontacter et les closer au téléphone? Est-ce que ça c'est la stratégie de vente, mais sur le lead gen à proprement dit, ça me semble essentiel de passer par ces phases que je viens de présenter. C'est d'ailleurs des phases que je présente dans notre formation avec mon associé, le protocole FOA, ou comment générer des leads qualifiés au meilleur prix, sans être doué en tech ou en marketing. C'est vraiment les 20% qui procurent les 80% de résultats dans le lead gen. Et on est spécifique, effectivement, aux infopreneurs, aux coachs en ligne, mais comme on l'a vu ensemble, ce genre de procédé peut marcher pour tout type de niche, en fait. Tu vois, le post LinkedIn que j'ai fait sur le golf, lead magnet, c'était quoi? Le lead magnet, c'était l'initiation gratuite de 2 heures avec un coach. Et le mec, il m'a fait exactement ce qu'on pourrait voir dans un webinaire classique, du type présentation, parler des pain points, etc. Montrer les bénéfices de ta solution. Enfin, toutes ces conneries, je ne vais pas m'étaler sur le webinaire parce que on pourrait en parler très longtemps, mais à la fin, du coup, tu as la petite phase où ça y est, tu as créé du lien avec la personne, tu lui as apporté suffisamment de valeur et tu lui présentes ton offre, du coup. Une offre imbattable à la Corleone, une offre que vous ne pourrez pas refuser. Et ensuite, tu avais une phase de FAQ.
Mais du coup, tout part d'un lead magnet, encore une fois, qui était l'initiation gratuite. Et alerte spoil, d'ailleurs, je me suis inscrit au golf. Merci Christophe. Non, mais comme quoi ça marche bien. Hein. Moi, ça marche partout. Ça marche pour tout business. C'est juste qu'on a l'habitude de le voir pour les infopreneurs et les coachs en ligne. Mais aujourd'hui, j'ai du mal à voir quelque chose de réellement différenciant sur tous les autres business. La plupart, c'est des cartes de fidélité ou des coupons de réduction directement sur un premier achat. Quand je parle, en tout cas, quand j'aborde la thématique des business traditionnels, il pourrait y avoir tellement de trucs si on laisse place à la créativité et si on s'inspire aussi des infopreneurs et des coachs en ligne. Il y a beaucoup à prendre de cette niche sur les autres business. Bah, ça a marché, ton exemple là, sur ma meuf récemment. On était dans une boulangerie. On a vu une petite fiche, les trucs, on a l'impression que ça marche pas, genre tout le monde qui laisse ses trucs, la babysitter et compagnie. Ouais. C'était pour faire de la boxe. Et ma copine qui était là, oh non, c'est pas pour moi et tout. Bon, elle a fait le cours d'essai, elle s'est inscrite dans la foulée. Elle est prête à prendre des coachings particuliers parce qu'en fait, elle s'aperçoit qu'elle kiffe le truc. Elle va te mettre une branlée quand tu vas lui casser les couilles. Elle commence à taper fort, hein, elle commence à taper fort, attention. Comment tu sais ça? T'as déjà tapé du coup? Ah bah ouais, elle s'entraîne sur moi. Vrai coaching Paul. Ouais, non, donc du coup, c'est un truc qui pourrait être intéressant finalement d'aller explorer sur en dehors des sentiers battus, classiques, les e-commerce, les DVNB, les infopreneurs, qui commencent à être très conscients et très entourés dans le milieu. Et au final, c'est des trucs qui restent applicables pour juste des gens qui ont besoin d'avoir une présence en ligne. Et en gros, si j'ai bien compris, tout commence par une liste email, non? Parce que tu as dit genre lead magnet, on capte un mail et puis la relation tu elle captes commence un comme mail, ça. mais c'est pas vraiment d'ailleurs. Tu peux juste demander un numéro de téléphone. Hein, mais c'est vrai que c'est une liste email, c'est quand même l'or noir du marketing parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Tu te fais ban ton compte Facebook, ton compte publicitaire, ou même ton BM, tu peux plus jamais faire de publicité sur Facebook. Au moins, ces leads, tu les auras dans ta base à toi et ça t'appartient. Pareil pour LinkedIn, tu peux te faire sucrer ton compte. Enfin, il y a tellement de... Enfin, même LinkedIn, s'il faut, tu peux avoir 200 000 abonnés. Dans 5 ans, c'est dépassé, plus personne n'y est. Au moins, tu as cette liste que tu te seras faite et qui t'appartient. Et c'est vrai que c'est quand même un must-have. Je suis intimement convaincu que juste avec un numéro de téléphone, ce qui est plus compliqué à lâcher, tu peux faire de belles choses. Et tu vois, j'ai pas lâché d'adresse email pour aller à l'initiation gratuite. C'est clair que dans l'infoproduit, une adresse email c'est essentiel, mais selon des business, ça ne l'est pas forcément. Moi, j'ai juste donné mon nom, mon prénom, mon numéro de téléphone pour l'initiation gratuite. J'ai eu un rappel sur mon portable par SMS, n'oubliez pas votre initiation gratuite. Et j'y suis allé, j'ai pas donné l'adresse mail. Et bien sûr, on m'a fait remplir un formulaire une fois que j'y étais. Là, on m'a demandé mon adresse mail, mais on m'a jamais contacté dessus. On m'a surtout contacté sur mon téléphone. Et bam, quoi. Avec un numéro de téléphone, un prénom et un nom de famille, ils m'ont déchiré le cul. Et je suis content de m'être fait déchirer le cul. Parce qu'aujourd'hui, je découvre une passion qui est incroyable. Ok. Ouais, Mais c'est pour ça qu'il faut parfois... Enfin, je dis toujours qu'il faut jamais réinventer la roue, mais parfois ça peut être cool quand on sait qu'on peut adapter la roue qui marche pour quelqu'un d'autre dans le secteur où cette roue n'est pas conventionnelle. J'aimerais revenir sur un truc. Alors, tu as le droit de me mettre un stop là-dessus. Le protocole FOA, est-ce que ça a besoin de rester mystérieux ou est-ce que tu peux nous dévoiler un petit peu c'est quoi F, c'est quoi O, c'est quoi A? Si tu me dis non, j'accepte et on passe à la question d'après. Hein. Non, la vérité, c'est qu'effectivement, cet aspect mystérieux, tout le monde se demande ce que ça peut être. En tout cas, toutes les personnes qui ont vu nos publicités, toutes les personnes qui ont entendu parler de ce protocole. C'est la question qui me revient toujours en pleine gueule. Mais c'est quoi FOA du coup? Le mystérieux protocole FOA, comme son nom l'indique, il est mystérieux. Tu cliques dans le lien dans la bio et tu iras voir. Et d'ailleurs, même comme ça, on n'a pas mis beaucoup d'informations. Dans le détail de la page de vente, on donne suffisamment de ressources, tu peux deviner. Mais quand même, tu devines pas, t'achètes et tu sauras. Ok. Franchement, ça me va comme réponse. Et puis de toute façon, je le mettrai en lien dans la description. Comme ça, les gens pourront aller faire leur petite enquête. Ouais, le F, c'est les fondations. Et j'ai donné des indices dans ce podcast. On parle de persona. Il y a d'autres choses, bien évidemment. Mais je vous donne la première lettre, je suis sympa.
Ok, magnifique. Merci beaucoup. Allez, salut! Ouais. Non, mais ça me revenait en tête parce que tu avais évoqué le truc et je pense que ça va Ouais, peut-être piquer la curiosité des certainement. gens qui se le demandent. Donc, écoute, Mm, mm, mm. sachez que le lien sera dans la description de l'épisode YouTube, Spotify et compagnie. Vous connaissez la musique. Euh, Super. alors, Petit instant promo quand même. ouais, non, mais c'est important. On a le droit de se faire Offre de plaisir aussi. lancement. Offre de lancement du coup pour les 100 premiers à 27 € et après on sait pas combien on va le vendre mais pas moins de 97 euros. Toujours le chiffre 7, le truc que tout le monde a marre de voir mais qui marche très bien. Moi ça me va. 97 euros, 27 € en fait. Euh, Allez-y, faites-vous plaisir, découvrez le mystérieux protocole FOA. alors, tu vois, j'ai une question à te poser là-dessus, sur le produit, parce Ouais, que ça dis-moi. fait partie de. Pour l'audience, les gens ne le savent peut-être pas, mais en fait, un podcast, ça se prépare. Et on a une petite liste de Ouais. questions. Et parmi les questions que je m'étais notées, il y en avait une, c'était créer un produit qui donne faim à son audience. Et là, tu viens de me dire qu'en gros, le produit, il est en offre de lancement. Donc, c'est un truc qui est tout nouveau, sur lequel vous n'avez pas forcément le plus grand recul. Toi, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus sur la conception d'un produit, peut-être le choix de son contenu, du pricing, le rendre attractif et, in fine, en faire la promo et faire des ventes? Ce qui est drôle et c'est intéressant comme question, c'est que nous, on est toujours arrivé chez des infopreneurs qui avaient validé leur offre. Les seules offres qu'on a créées, c'était pour nos prestations de services. D'ailleurs, on a des pricing vraiment différents sur la partie agence. On s'est un petit peu inspiré à droite et à gauche, mais on a surtout notre méthode de pricing qui nous est propre. Mais en dehors de ça, sur nos propres formations en ligne ou sur une formation en ligne qu'on aurait pu créer avec un autre client, on n'a jamais fait puisqu'on a toujours pris quelqu'un qui avait validé son offre. Et nous, on est juste repassé sur la formation, sur l'offre qu'il avait créée pour la rendre encore plus sexy. Mais on n'avait jamais créé une offre From scratch, quoi. exactement. Mhm. Donc là, il a fallu passer par la création du contenu et on s'est vraiment mouillé. Et la vérité, c'est que ça a plutôt bien marché. Bon, là, on a quand même pas mal de sujets sur la table, donc on va y repasser dessus un peu plus tard, mais ça n'a pas aussi bien marché que ce qu'on espérait. J'ai plein de pistes. Il y en a une qui me fait dire notamment que donner beaucoup trop de valeur ou insinuer qu'on va en donner beaucoup, surtout quand on n'est pas connu, on n'a pas d'audience en fait avec Antoine encore. On n'a pas de renommée. Donc arriver avec un produit à 27 € qui a une valeur vraiment, parce qu'il y a les fake valeurs que les gens donnent pour gonfler la perception des choses, mais nous on pense vraiment que ça peut se vendre 350 € vraiment, et si ce n'est plus, parce qu'on délivre tout notre savoir, et les gens ils doivent se dire putain on a vraiment fait une offre avec plein de trucs, mais plein de bonus, plein de trucs. Les gens ils doivent se dire mais c'est pas possible que ça vaut 27 € alors qu'il y a tout ça à l'intérieur, donc c'est forcément de la merde. Mhm. Il y a ça aussi qu'on a sous-estimé et qu'on va peut-être tester, on va peut-être augmenter le prix pour voir quand même si ça prend mieux. Dans tous les cas, il y a toujours cette offre de lancement, on va quand même épuiser ces 100 places, parce qu'à partir de 100 nouveaux clients, nous, ça va nous permettre de prendre des rendez-vous avec des gens pour construire l'offre ensemble, améliorer la formation. Donc cette target-là, je veux vraiment l'atteindre. Mais en construisant l'offre, je pense qu'il ne faut pas non plus over-deliver. Et ça, je fais vraiment un step back en arrière parce que j'ai toujours pensé que over-deliver, c'était vraiment quelque chose qu'il fallait faire pour vraiment se démarquer. Et à contrario, faire du low price sur quelque chose qui vaut vraiment quand même sa thune, ça peut décrédibiliser soit Antoine, soit moi, mais surtout le produit qu'on essaie de vendre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, t'as un effet d'ancrage, quoi. Je sais pas si c'est ça. Mhm. C'est une hypothèse. Moi, je m'attendais à ce qu'on se fasse vraiment déchirer de ventes. Et finalement, bon, pourquoi c'est à 27 €? C'est surtout que c'est un tripwire pour nous. Mhm. Un tripwire, c'est de l'acquisition de leads automatiquement remboursée. Mhm. Je vends un produit à 27 €. J'ai un coût par lead à 20 €. Bon, je gagne 7 € dans l'histoire, mais t'enlèves la TVA. Bon, tu gagnes 2,50 €. Mhm. Mais on s'en fout de faire de l'argent ici. Nous, on veut faire de l'argent après. On a des produits annexes. Mhm. On a nos services après. Et l'idée, c'est de donner vraiment toutes les méthodes à toutes ces personnes-là pour qu'elles puissent développer des automatismes et pouvoir déléguer lorsqu'elles auront le budget grâce à tout ce qu'elles vont apprendre grâce à nous dans la Mhm. formation en ligne. Et je pense qu'on n'est pas clair dans notre offre. Et pour répondre à ta toute première question que tu m'as posée il y a peut-être 5 minutes avant que je m'évade, déjà il faut une offre claire. Claire et perceptible. Pas de...
Et ça dépend encore une fois de ton audience, de ton persona. Quel jargon il utilise, quel jargon il connaît. Est-ce que tu as une phase d'éducation? Est-ce que tu vas vraiment commencer à le bombarder avec des termes comme lead magnet, etc. alors qu'il ne sait même pas ce que c'est. Tu vois, il y a la simplicité dans la présentation de l'offre qui est importante, en tout cas selon le degré de sophistication de ton audience. Et ça, il y a un match qui est à faire très important. Ensuite, dans la construction de l'offre, tu as les modules, le développement de ta formation. En tout cas, je reste niché dans le domaine de la formation. Donc, dans ta formation, tu dois effectivement donner envie à travers la description des modules. Et la description des modules ne doit pas se faire sur de la simple technique, en tout cas une simple présentation. Tu dois vraiment, sur chaque bullet point de la présentation de ton offre, en tout cas de la formation, retranscrire des bénéfices liés à des points de blessure. La vente se fait toujours sur le côté émotionnel, le sentiment, rarement sur la raison. Les bullet points qui pourraient être retranscrits sur le côté rationnel, ça pourrait être juste pour venir combler certains points sur l'aspect émotionnel. Mais 80% de la vente se fait sur l'émotion. Et après, tu te rassures un petit peu avec le rationnel. Mais si en plus de ça, c'est rationnel, c'est nickel. Mais les bullet points doivent retranscrire un pain point que tu résous. Donc, tu as tout ce travail-là à faire aussi. Transformer le contenu de ton offre en solution émotionnelle. Et après, sur la construction de ton offre, bien évidemment, c'est tout ce qui va être bonus. Les bonus, généralement, on va essayer de se creuser un petit peu le cerveau et proposer des choses que les gens ne font pas. Parce qu'une formation sur créer un bon lead magnet et surtout générer des leads, il y en a tout un paquet. Et généralement, on parle tous de la même chose. Mais les bonus, c'est ici que tu peux te différencier. En tout cas, c'est la vision que j'ai moi actuellement. Peut-être que dans 2 ans, je penserai totalement différent. Mais actuellement, je pense que dans des formations où il y a une grosse compétition, la différenciation se fait à travers le formateur, bien sûr, mais aussi à travers les bonus que tu peux y intégrer. À quel point tu es prêt à te mouiller dans les bonus pour apporter encore plus de valeur et faire en sorte que putain, c'est une bonne affaire. C'est pas la formation de l'autre qui me propose exactement la même chose ou l'autre qui me propose exactement la même chose, parce que le contenu de la formation, tout ce qu'on va aborder, franchement, je m'en fous, je me tire pas une balle dans le pied parce que c'est pas vrai, mais on peut le retrouver un peu partout chez d'autres formateurs. Ce qui compte, c'est notre expérience et ce que vous allez découvrir en plus que nous, on est prêt à offrir par rapport aux autres. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et je suis d'accord avec ça. Je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport à vouloir trop promettre. Je pense que parmi les bonus que tu disais, là, on voit souvent et encore bien plus, tu sais, et plus encore, 3 petits points, qui est généralement une espèce de raccourci un petit peu flemmard pour dire qu'il n'y a rien de plus, généralement. Et est-ce que tu ne crois pas que, au contraire, ça pourrait être intéressant de juste, promettre un peu moins et envoyer un petit peu plus derrière? Je sais que c'est un truc que j'ai entendu plusieurs fois, c'est under promise, over deliver. Et est-ce que là, tu n'as pas mis tout sur la table et genre, t'as même plus la curiosité de savoir ce qu'il y a dedans, je sais pas. Hein. Le problème, c'est que on en donne encore plus qu'est-ce qu'on donne, et c'est vrai qu'on donne beaucoup, tu vois. Alors, en fait, je pense qu'il y a un juste milieu à trouver. En fait, c'est un petit peu comme tout, c'est comme au foot. Une équipe qui est bien constituée, elle a un bon gardien, elle a une belle défense, elle a un bon milieu de terrain et elle a de bons attaquants. Et vu qu'ils peuvent être, entre guillemets, bons sans être excellents partout, mais je préfère une équipe équilibrée qu'une équipe qui est super forte en attaque mais qui prend 18 buts derrière. Et je pense que c'est pareil en marketing, en tout cas sur la proposition de valeur, c'est qu'il faut être modéré par rapport au prix qu'on en demande. Et si on demande 27 €, je pense que les gens ont quand même des schémas mentaux à respecter. Et peut-être que trop en donner, c'est une hypothèse, attention. Et une hypothèse en marketing, ça se vérifie toujours avec la data et c'est la prochaine chose qu'on va expérimenter. Mais c'est une hypothèse que je souhaite vraiment développer parce que ce sujet, je pense qu'il y en a beaucoup qui réalisent pas à quel point c'est important. 90%, je me mouille pas en disant ça, ne donnent pas assez. C'est des gros radins dans l'infoproduit. Et moi, je suis tombé dans le côté inverse.
Je veux trop donner. Je veux trop donner. Et je pense qu'il y a aussi des choses à revoir sur ce modèle-là. Tout est question d'être modéré, à mon avis, et j'ai un gros travail à faire là-dessus, j'en suis certain. Ok. Mais ouais, en effet, il y a un juste milieu à trouver. Je me pose un peu la même question parce que des fois, dans mon contenu, je me dis est-ce que je donne pas assez? Est-ce que j'essaie de trop en faire? C'est jamais très, très net, hein, mais bon, Hmm. écoute, c'est un équilibre à trouver. Pour rebondir encore sur la vulnérabilité, moi je suis quelqu'un qui adore donner, et c'est vrai que des fois, peut m'arriver de me faire bouffer par rapport à ça. Je donne beaucoup. Je suis quelqu'un qui donne beaucoup. Ça se retranscrit dans mon marketing. Alors, si c'est mon point de vulnérabilité qui pourrait me faire vendre plus tard, alors, tu vois, je sais pas, je suis vraiment mitigé. Ouais, de toute façon, le produit vient à peine d'être lancé, donc C'est il ça. faudra peut-être un petit peu de recul dessus pour avoir Bien sûr. des Et apprentissages, quoi. là, on l'a sorti très rapidement, on l'a créé très rapidement. Il nous faut du temps aussi pour se poser dessus et bien marketer le truc. On l'a fait très rapidement, c'était vraiment juste pour voir, mesurer l'impact que ça pouvait avoir sur les 25 premiers clients qu'on a eu. On a dépensé que dalle en publicité, hein. On a dépensé 300 balles, hein. Mhm. 300, 400, je sais plus exactement. Mais on a eu fait des ventes organiques aussi, donc Ok. il nous faut du temps pour perfectionner cette offre. Ça, c'est Ouais. certain. Il faut qu'on revoie notre persona parce que on a fait une erreur dans notre marketing qui a été d'avoir trop en tête nos clients qui font déjà 100 000 € à l'année, et on s'est fait aussi influencer par cette connaissance de ces clients-là versus les clients qui font pas ces chiffres-là. Mhm. Pour moi, le vrai point de friction, il est là. Mhm. Mais peut-être qu'il y a aussi cette hypothèse-là de est-ce que j'en donne trop, est-ce que j'en donne pas assez, est-ce que le prix paraît ridicule vis-à-vis de tout ce que je donne. Les hypothèses, ça se vérifie une par une. Et dans le cadre d'une génération de leads, vous ne pouvez pas tester 3 hypothèses en même temps. Parce que du coup, admettons, votre situation, elle change de ouf du jour au lendemain parce que vous avez fait 3 tests en même temps. Comment déterminer quel test a été concluant avec certitude? Mhm. Parce que du coup, ok, ta situation, peut-être tu as fait 3 changements et ces 3-là ont été validés. Peut-être que tu en as fait 3 et il n'y en a eu qu'un seul. Et dans ce cas-là, tu as dégradé 2 choses. Enfin, tu vois le truc? Mhm. L'idée, c'est de savoir exactement ce qui a fait pencher la balance. Et d'améliorer continuellement, mais un par un. Pas tout en même temps. Et bah, de toute façon, quand on travaille dans la publicité en ligne, un peu sérieusement, normalement, c'est une question qu'on se pose assez rapidement. Donc, pour le coup, je vois très bien ce que tu veux dire, mais pour vulgariser un petit peu le propos avec des trucs que les gens connaissent, c'est le principe du A/B test. Mais Ouais, enfin, le exactement. A/B test, en vrai, faut quand même avoir une approche un petit peu méthodique, quoi. Comme disait Maxime, si tu changes, bon, je prends l'exemple de la publicité en ligne que je connais assez bien. Si tu changes à la fois une audience, mais passez pas de temps à changer les audiences, et une créa, et que tu as un résultat, exactement ce que tu disais, quoi. Bravo, peut-être que tu as des meilleurs résultats, mais tu sais pas pourquoi. Et au Mm. final, le jour où il faudra faire des changements là-dessus, bah, tu repartiras de zéro. Et c'est dommage. Ouais, exactement. Euh, Tu parlais d'une équipe de foot qui est bah, un ensemble avec une certaine cohésion qui mène à un objectif commun et un résultat final. Pour moi, c'est un peu le tunnel de vente, quoi. C'est-à-dire toutes les différentes étapes par Ouais, lesquelles tu passes, de l'attaque, grave. l'acquisition à la défense, la conversion, Mm. hein, si je peux Ouais, en gros faire ou l'inverse, peu importe. Mais... Ouais, voilà, c'est ça le délire. Toi, comment tu analyses un petit peu justement les trous dans la raquette si on était au tennis dans ton tunnel de vente sur quoi tu te bases pour l'améliorer un peu en continu justement? Bah, la data, il n'y a pas de Mhm. secret. Data, 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 data. Ok, j'ai de très bons taux d'opt-in, donc taux de capture, donc les gens qui laissent leur email sur ma page du lead magnet, ma page Mhm. d'opt-in. Admettons, je suis à 50%, une personne sur 2 lâche son email, putain, énorme, trop cool, je suis content. Mais derrière, ça convertit pas. Mhm. Tu as plusieurs hypothèses à valider derrière. Je grossis le truc parce que la data, dans un tunnel, il y en a partout. Il y en a partout.
Mais pour donner un exemple plus concret, on va partir sur cet exemple-là. Il y a 2 hypothèses grosses en tout cas que tu peux directement apprivoiser. C'est est-ce que les leads que j'ai générés sont assez qualitatifs ou est-ce que c'est mon lead magnet ainsi que la séquence de suivi d'email ou les closers ou je sais pas quoi. Est-ce que c'est là où ça cloche? Donc du coup, tu vas un petit peu regarder ton copywriting. Enfin, avec l'expérience, quand tu n'as pas trop d'expérience, tu le fais direct. Mais quand tu as l'expérience, tu analyses un petit peu ton copywriting pour voir si tu séquences bien comment dire, si tu as tous les éléments de qualification d'une audience. Et si tu vois que c'est un petit peu hasardeux, tu repasses sur ton copywriting ou tes process. Tu peux me demander plus d'informations. Tu peux demander un numéro de téléphone. Tu peux faire un quiz funnel, que sais-je encore, pour bien qualifier l'audience. Et si tu ne constates pas de soucis particuliers, alors généralement ça vient de ce qu'il y a derrière. Tout vient de la qualité du trafic dans un premier temps. On entend souvent dire que les publicités méta, ça rapporte beaucoup de leads déchets, TikTok encore pire, et que YouTube, c'est des leads plus qualifiés. La vérité, c'est que pas vraiment, tout dépend de ta publicité, tout dépend de ta page, ta landing page. C'est ça qui est censé faire le taf de qualification d'audience, en fait, pour moi en tout cas. Et tout dépend aussi si c'est du trafic froid, du trafic tiède, du trafic chaud. Un mec qui te suit sur ta chaîne YouTube depuis 1 an, qui arrive sur ta landing page, peu importe ce que tu écris, tu peux écrire cacaproute, le mec il va donner son adresse email, tu vois. Mais tu fais ça sur du trafic froid, mais il va te faire reculer en fait, clairement. Tu vas avoir des sacrés commentaires sur tes pubs. C'est quoi ta IP? Oui, encore s'ils y vont dessus. Donc ouais, comment améliorer, comment boucher les trous. Enfin, t'analyses la data et selon ton expérience, t'émets des hypothèses. Si t'es pas expérimenté, t'essayes de te faire entourer quand même pour pas dépenser du budget inutilement dans des tests qui ne s'avéreront pas fructueux à coup sûr. Mais quand t'as ton sens marketing qui est aiguisé, tu peux te permettre de faire des hypothèses qui sont plus proches de la réalité, du vrai problème. Quand tu es un peu plus novice, tu vas faire plusieurs tests à droite, à gauche, jusqu'à trouver le bon. Tu gagnes en argent, en temps et en tranquillité en fait. Parce que quand tu as un problème dans ton tunnel et que tu as tout prix résoudre, si tu mets 3 mois à le résoudre, t'es pas tranquille. Si en 1 semaine, allez, grand max, tu trouves la réponse et que tu fais péter ton truc, là, t'es content. Et plus t'es tranquille, plus t'es amené à prendre de bonnes décisions pour ton business. C'est un cercle vertueux. Et est-ce que pour aller justement trouver un peu, valider le tunnel, avoir un truc fonctionnel, est-ce que tu attendrais d'avoir un truc qui est un peu validé, je dirais en organique, avant de balancer des ads, ou est-ce que tu as une approche un petit peu plus bullish où tu envoies plein de trafic dessus et tu regardes là où ça coince pour avoir de la data plus rapidement? Alors le problème dans tout ça, c'est que que faire de tous ces gens qui n'ont pas de liste email, que faire de ces gens qui n'ont pas de communauté avant de recevoir 1000 personnes sur la landing page pour valider des hypothèses ou non. Tu vois, genre ils vont attendre longtemps quoi. Ouais. C'est en ça que la publicité elle est intéressante et en plus tu te mets directement dans le vif du sujet et dans le dur surtout du sujet. C'est là où tu progresses le plus rapidement dans tous les sujets marketing, puisque une audience froide, lui faire cracher un email aujourd'hui c'est de plus en plus dur. Une bonne adresse mail, attention, une adresse mail à la con, ça c'est facile. Une bonne adresse mail, là mon gars, moi je recommande à tous ceux qui ont les moyens de le faire de passer par de l'organique, sauf que c'est 5% des gens qui sont sur internet qui peuvent se le permettre. La plupart des gens ils doivent cravacher, faire de la prospection à la main, etc. Je pense qu'un tunnel directement alimenté dès qu'il est terminé par de la publicité, c'est le meilleur moyen d'avoir de la data le plus rapidement possible et ses premiers clients de manière automatisée, parce qu'un un message que tu peux diffuser à 10 000 personnes si tu mets pas beaucoup de budget sur la table, à 10 000 personnes, je pense qu'avec 20 €, 30 € par jour tu y touches. Un message que tu peux diffuser à 10 000 personnes directement avec une publicité bien faite, une landing page bien propre,
c'est toujours plus amené à avoir plus de résultats que faire démarcher 5 ou 6 personnes par jour à la mano. Certes, c'est plus qualitatif parce que toi, tu sélectionnes les personnes que tu vas cibler à travers ta prospection à la mano. Mais si tu as un bon marketing et que tu as un produit qui s'apprête à la publicité aussi, feu, en fait. Vous faites les deux en même temps. Dans tous les cas, qu'est-ce que tu as à perdre? Tu peux même faire un AB sur ça. Ok, je vais prospecter des gens que je dirige à la mano vers mon tunnel. VS, c'est mes publicités qui redirigent vers ça. Et tu vois, ok, j'ai passé 6 heures à prospecter 6 clients et ça m'a rapporté tant. J'ai mis 20 € ou 30 € sur Facebook pendant 3 jours. J'ai juste construit mon tunnel. En fait, le tunnel était déjà fait parce que les gens, je les ai envoyés vers mon lead magnet, à la mano. Et les autres, ils sont allés tout seuls grâce à ma publicité. Et ça, j'ai mis de l'argent, c'est vrai, mais derrière, j'ai économisé grave de temps. Mais ça m'a rapporté tant. Et tu fais des ratios simples. C'est un VRP pas très cher, hein, la publicité. Ouais, grave. Qui va te chercher des leads pour quelques dizaines d'euros par jour, ça va? Ouais, bien sûr. Et ça, les gens, ils ont un grand problème avec ça dans le sens où ils ont peur de faire de la publicité. Ils ont une peur bleue de faire de la publicité, surtout ceux qui n'en ont jamais fait. Ou, non, encore pire, ceux qui en ont déjà fait et qui n'ont jamais eu de résultat. Avec telle ou telle ou telle ou telle méthode. C'est eux qui ont un gros blocage avec ça. Et il y a les deux en fait. Ceux qui ont de la publicité, ceux qui ont des résultats, bien sûr, qui continuent. Mais ceux qui n'ont pas de résultats ou qui n'ont jamais commencé, ils ont une peur bleue, c'est très difficile de leur faire accepter qu'il faut faire de la publicité. Pour avoir vu, j'ai fait un audit ce matin d'un compte ads Facebook et on me disait non mais écoute Gaëtan, je te laisse faire ton audit mais en soi il y a déjà des gens qui ont travaillé sur mon compte, j'ai jamais eu de résultats et tout. Bah, ok, au moins je vais aller jeter un œil. Oh putain, qu'est-ce que j'ai vu? Oh là là. Oh là 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 Si là t'as vu, là ça là. m'intéresse. J'ai vu 8 campagnes boost de publication Instagram. J'ai vu 4 campagnes C'est bien ça, les boosts. Je comprends pas. Tu vas en venir où? Arrête d'envoyer des fake news là. J'ai vu ton poil, il s'est hérissé. Là. Alors mon audience, sachez que c'était un sarcasme ce qu'il vient de faire, d'accord? J'ai vu 4 campagnes d'acquisition, 2 froides, 2 reciblage qui étaient pour ainsi dire les mêmes. Mais ils dépensaient combien ces gens-là? 1 euro par jour sur 16 créas. Voilà. Et je dis ça. Et en plus, ils font du retargeting. Oui. À 1 € par jour. Et je disais après, non mais bon, tu sais, mais gentiment, parce que c'est un audit, etc. Et que voilà, moi j'ai du recul sur les choses et tout. Et je me disais, mais bon, évidemment que ça marche pas, quoi. Genre, tu vas avoir un achat, tu as 1 euro par jour sur 16 créas, le temps que tu prennes du recul, c'est ce que tu disais juste avant, analyser les datas, que ça aille vite. Là, on n'est pas dans ce schéma-là. Mais après ça encore, j'ai vu des trucs, je sais pas si c'est eux qu'on fait ou des agences. Mais tu sais, tu disais, les gens qui ont essayé de la pub, ça n'a pas marché, ils sont dégoûtés. Bah là, tu m'étonnes, quoi. J'ai vu une campagne où ils ont dépensé 8 000 € en publicité vers une tu sais, vue de page de destination, quoi, trafic presque, quoi. 8 000 €, 1 000 € l'achat sur du produit de consommation, tu vois. J'espère que la LTV, elle est bonne. Hein. Le ROAS, tu vois, même si je me fie pas trop au ROAS, on n'y était pas. Non, mais le mec, il a intérêt à être client à vie sur du produit de consommation parce que 1 000 € l'achat, mon gars. Ça faisait mal, donc je me suis dit, bon bah écoute, ouais, je comprends que tu sois pas content, il y a des trucs qui se sont passés qui sont pas bien. Mais bah en fait, c'est juste pour aller dans ton sens, que ce soit sur un tunnel de vente, infoproduit, sur de la publicité en ligne, tu as un petit peu toutes ces étapes à remplir, mais faut rapidement aussi savoir analyser, parce que sinon tu passes juste du temps à faire des trucs qui marchent pas et t'es dégoûté après, quoi. Sur ces belles paroles, je m'interdis d'avoir le mot de la fin, donc je me tourne vers toi, Maxime. Tu prends des Maintenant, produits. maintenant qu'on a dit tout ça, est-ce qu'il y a des trucs, des sujets qu'on n'a pas suffisamment abordés? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais encore un peu dire? C'est le mot de la fin. Ouais, ben moi, pour le mot de la fin, en fait, je vais prolonger un petit peu le podcast. Mhm, Et je vais te poser une question parce que je suis très curieux. Je sais que toi, ta niche, c'est l'e-commerce. mhm. Comment tu verrais
un tunnel de vente comme nous on fait, tu connais un petit peu comment on bosse, comment tu verrais un tunnel de la sorte dans l'e-commerce? J'imagine que ça dépend des produits bien évidemment, mais avec acquisition de leads, lead nurturing, etc. Comment tu verrais ça dans l'e-commerce, toi? Attends que je comprenne bien la question, c'est aller récupérer des leads de personnes qui ont des e-commerce ou c'est de mettre en place Non, un tunnel de vente vers un produit ou plusieurs? ouais, exactement, pour un Ah. e-commerçant, pour tes clients par exemple. Ouais, bah, alors, je Autre que réfléchis. Shopify, tout ce Ouais, qu'on bien voit, sûr. le truc traditionnel, hein. Bah, je réfléchis, mais justement, j'essaie de m'ouvrir un petit peu l'esprit parce qu'il y a tout de suite des trucs qui me sautent à- aux idées, si tu veux. Ça va être Shopify, mais bon, on a dit Next. ClickFunnels, on a vu des ClickFunnels monoproduits, c'était pas mal la mode à une époque. Ça aussi, tu le Ok. comptes comme hors scope ou pas? Non, tu peux. D'ailleurs, même sur Shopify, j'imagine que tu peux faire des landing pages à la ClickFunnels, etc. Enfin, peu Ouais. importe le CMS, comment tu pourrais appliquer les tunnels de vente qu'on a l'habitude de voir pour un infopreneur dans l'e-commerce. Mhm. Euh, Bah, à partir du moment où tu es un infopreneur, déjà, t'as du trafic organique. Genre, tu fais de la création de contenu, personal branding de préférence, pas du contenu pour une marque, mais du contenu personnel. Euh, je m'engage dans cette voie. Plus je Ok. m'engage dans cette voie, plus j'ai l'impression que c'est l'avenir et que la monnaie du futur, c'est l'attention. Et que du coup, tu vois, faut pas être en mode, Eh, regardez, j'ai ce produit à vendre, mais il faut dire, voilà mon histoire, voici mes valeurs, voici Ok. ma mission. Hmm. Et voilà, créer du contenu qui va attirer des gens vers toi et les rassembler autour de tes valeurs, quitte à aliéner les autres. Première chose. Deuxième chose, vu que tu as fait du contenu sur TikTok, le mec qui n'a pas, du tout, Wow. qui a pas du tout une opinion sur le sujet de où il faut aller, vu que tu as une chaîne TikTok ou allez, une chaîne YouTube aussi, et ben, que ce soit dans tes contenus une fois de temps en temps, euh, ou dans les infos de ton compte, rediriger vers la page choisie. Après, tu m'arrêtes hein, si tu penses que je dis de la merde ou Non, non, moi, voilà. non, mais justement, moi j'écoute, Ouais. hein. Je pense à une référence, là, c'est Gary Vaynerchuk, il a écrit un bouquin qui s'appelle Jab Jab Hook, où en gros, faut pas être tout le temps en train de mettre des Incroyable. crochets à la boxe, en Hmm. train de mode je vends, je vends, je vends, mais plutôt en mode j'apporte, 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 et au bout d'un moment, je demande. Ça a été l'objet du workshop dont je parlais Ok, tout de suite, là, où en fait, d'accord. il disait que c'est l'équation karmique, tu vois, le karma. Ton Ok, karma, il augmente. Plus tu donnes dans la excellent. vie, plus ton karma, il augmente. Et le jour où tu demandes, où tu fais une demande à quelqu'un, le karma descend. Mais plus tu auras attendu longtemps, plus ton karma sera fort et plus tu pourras faire une grosse demande. Et donc du coup, il y a un peu Hmm. le piège des personnes qui ont trouvé un espèce de roulement, ils arrivent à vendre des produits un petit peu rapidement, mais ils peuvent jamais faire cette grosse demande parce qu'ils n'arrivent pas à mettre un délai sur leur demande. Euh, back euh, to, Je vois. euh, back to ce que j'étais en train de dire. Donc au final, tu es quelqu'un, tu as des valeurs, tu es une personnalité, et finalement tu te dis que là-dessus, bah, ça pourrait être intéressant d'avoir un produit qui finalement est en accord avec tes valeurs, qui représente un petit peu que tu es, qui abonde dans ton sens. Bon, si c'était un produit physique, moi c'est plus Donc, difficile parce que je suis dans la en publicité en ligne. fait, Vas-y, dis-moi. ton, dans ton cas, tu partirais du principe que l'e-commerçant n'est pas encore, l'e-commerce n'est pas encore créé, le mec il n'a pas de produit, il a juste son audience au départ. Ouais, ouais, ouais. Ok. Après, alors, soit franchement, j'ai pas la vérité là-dessus parce que je l'ai pas fait, donc Mhm. j'y Non, vais mais c'est un peu, intéressant d'avoir ton raisonnement. j'y vais un petit peu en live, quoi, hein. Mais je me Ouais, dirais, ouais, soit grave. tu te dis j'ai envie de me C'est faire intéressant. plaisir, j'ai envie de me faire plaisir, je crée une gamme de produits et puis je les présente aux gens. Soit sinon Royal. Bah, CF tous Il y a, ces il y a- il y a- influenceurs, hein, du coup. il y a des gens qui sont dans tes commentaires qui font mais pourquoi tu nous fais pas un produit là-dessus et puis là c'est tout cuit. Mais essentiellement c'est comme ça que je le verrais si tu veux. Création de contenu, création de produits en cohérence avec ton contenu et ton audience et puis la promotion bah, ça se fait dans quelques-uns de tes contenus et une fois que c'est validé bah t'envoies des ads quoi. Donc Hmm. c'est c'est comme ça que je l'envisagerais mais je pense que ça reste discutable. Il y a plein de trucs Et qui sont du peut-être coup, vrais ou sur pas. un e-commerce qui est déjà créé, il y a déjà les produits, le chemin serait assez similaire finalement. C'est juste que le produit il est déjà créé et tu construis une audience autour du produit ou des Ouais, bah, fondateurs.
Ça, je le vois sur TikTok. Il y a des exemples que je reprends assez systématiquement quand je fais des formations sur le sujet. Là, il y a une boîte, elle s'appelle Candy Mix, par exemple, si tu veux. Mhm. Et ils vendent des bonbons. Et ce qu'ils font, genre ils cartonnent sur TikTok. Et qu'est-ce qu'ils font dans leurs vidéos? Ils montrent comment ils font les commandes. Ils montrent un petit peu comment ils font lorsqu'ils font cuire un bonbon, que ça a une gueule à moitié dégueulasse d'ours en gélatine Truc complètement. vraiment TikTokable, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais en Incroyable. fait, ils ont compris la plateforme. Mm. Ils font des vidéos qui sont pas cliquez ici pour avoir Mais moins le de produit en 10%. lui-même, il est TikTokable de ouf, Ouais, hein. voilà, c'est ça. Donc, du coup, ils répondent à leur audience, ils répondent à la plateforme, ils font du contenu sur quelque chose qui existe déjà, mais en fait, ils se contentent juste de dire, bah, voilà qui on est, nous, on s'amuse avec les. En bref, ils font ce que j'ai dit, tu vois, ils partagent un peu leurs valeurs, leur quotidien, et bah, derrière, les gens les découvrent, les aiment, et puis ils achètent, quoi. D'ailleurs, c'est ce que tu as dit au tout début. Les gens achètent quand ils aiment, et bah, ça s'est créé un petit peu comme ça. Donc voilà, en réponse un petit peu du haut de ma tête, en mode rapide, et C'est je te laisse intéressant. critiquer ce que j'ai dit pour peut-être apporter tes lumières. Moi, je verrais bien de l'acquisition de leads. Après, tout dépend effectivement des produits. Parce que c'est vrai que dans l'e-commerce, à part une newsletter où t'inscrire à une newsletter où tu reçois un coupon de 15%, ce qui se fait beaucoup, j'ai l'impression quand même dans l'e-commerce, je vois pas d'énormes. Enfin, il y a des périodes d'essai sur certains produits, il y a des échantillons gratuits, mais en dehors de ça, la créativité, elle n'est pas poussée plus loin que ça. Il doit y avoir forcément des e-commerçants qui poussent le bouchon grave loin en termes de créativité sur le lead magnet, mais j'ai pas l'impression que c'est quand même ultra poussé et acquis pour tout le monde. On reste quand même dans des standards, on innove peu et je pense qu'on pourrait s'inspirer beaucoup des infopreneurs, hein. Mhm. Même des e-books sur tel ou tel secteur. Ça peut être, je sais pas, tu vends des ustensiles de cuisine, ben, tu peux facilement faire des e-books sur la cuisine, puis après tu dévis progressivement vers avoir de bons ustensiles, c'est important. J'ai ce couteau qui peut t'aider, qui peut te permettre de faire ça. Et tu gagnes beaucoup de temps en cuisine. Du coup, vu que tu gagnes beaucoup de temps en cuisine, parce que couper, franchement, moi longtemps, je coupais mes oignons comme ça, clac, Mhm. clac, clac. Mais si tu fais comme ça, mec, en deux temps trois mouvements, clac, tu fous tout dans la poêle, tu gagnes du temps. Et le temps, pour les gens, c'est une ressource inestimable et de plus en plus. Et je verrais bien des trucs comme ça, en fait. Inspirer vraiment des infopreneurs dans la niche des e-commerce. Il y a plein de trucs qui pourraient se faire et je pense qu'il y a un boulevard sur ça, sur les tunnels de vente made in infopreneurs de base qui pourraient s'implémenter carrément Donc, e-com pur, dans de quoi. l'e-com. Ben, regarde, c'est quoi la marque des soins pour hommes? Horace. Ouais. Horace, eux, ils ont un putain de questionnaire. Mhm. Et tu veux la réponse à ton questionnaire sur les recommandations sur ta peau, etc. Ben, tu lâches ton email. Et Mhm. après, tu te fais bombarder. Tu vois, ce genre de Ouais. truc. Ouais. Les quiz funnels. Ça, c'est énorme. Et, et je pense ils doivent avoir encore d'autres lead magnets. Bah, ils ont les traditionnels échantillons gratuits, je crois. Mais eux, ils ont un petit peu cette mentalité. Mhm. Et il y en a d'autres aussi, des boîtes forcément. Mais c'est pas poussé de ouf. C'est pas Mhm. poussé de ouf. Pas autant que sur les infopreneurs. Mhm. Ok. Bah, ouais, c'est des trucs auxquels j'avais pas pensé là tout de suite. C'est vrai que les petits quiz et tout, ça, sur de l'e-commerce, via de l'organique ou via des pubs, hein, en fait, Ouais, grave. ça qualifie Bien les gens sûr. et ça marche bien, hein. Ouais, et puis après, tu programmes des séquences d'emails automatisées selon les types de peau. Et bam, tu scales ça, tu vois, si ça marche bien derrière. Yes. Eh ben, euh, Ouais, c'est une idée. Tu vois, je suis pas dans la niche de l'e-com depuis un bon moment. La dernière fois que j'ai touché à de l'e-com, c'était chez Facebook. Donc, entre-temps, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je suis pas non plus un ultra grand consommateur. J'ai passé une commande chez Asphalt il y a pas longtemps, mais je connais pas trop l'écosystème VS, l'écosystème des infopreneurs, voir s'il y a des mhm. similitudes de ouf. Mais j'ai pas l'impression quand même. Mhm. Ouais, et pourtant, ils ont une bonne longueur d'avance, en tout cas sur la création de contenu, et les marques ont du mal à s'y mettre. Ça, c'est en tout cas le truc que je vois. C'est Ok. peut-être pour ça que j'ai mis tant l'accent dessus, là, spontanément. Je me dis, il y a vraiment un truc à faire. Des marques comme Cézanne qui cartonnent sur TikTok, ils parlent jamais de leurs produits, tu vois. Genre, ils font des micro-trottoirs où ils vont dans des boulangeries, genre, rien à voir. Mais ça développe vachement la marque et l'affinité, donc Ouais. c'est mon avis, quoi. Et quand les gens aiment, les gens paient. Ouais, Encore une fois. c'est exactement ça. C'est exactement ça. Est-ce que ça te va comme mot de la fin, Maxime?
Moi, ça me va, franchement. Terminer une vidéo par une bonne question, je pense pas qu'on voit ça un peu partout. La question en plus à la personne qui invite. Mais Grave. écoute, j'aurais vraiment apprécié. Merci de m'avoir invité dans ton podcast. C'est exactement Maxime. ce que j'allais dire. Le mot de la fin, c'est merci Gaëtan de t'être déplacé et d'avoir répondu à mes questions. Franchement, c'était Grand plaisir, super. quand tu veux pour un prochain épisode. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation, Gaëtan. Ça fait super plaisir. Depuis le temps que c'était programmé, j'espère que tes auditeurs auront un sujet sur la table qu'ils n'ont pas l'habitude d'entendre sur ton podcast. C'est toujours cool d'avoir une petite vague de frais. Parce que toi, ton contenu, ça reste de l'UGC en fait, c'est ça? Dans ton Ouais, podcast. c'est publicité en E-commerce, ligne UGC. UGC. Ouais, surtout Ouais. ça. Ouais. Donc là, on est parti sur un tout autre sujet. J'espère que ça va leur plaire. Et encore une fois, merci beaucoup Gaëtan de m'avoir invité. Avec grand plaisir. Et puis, Maxime, je laisserai le lien vers ton LinkedIn ainsi que le protocole FOA en description Et des la commentaires. ressource YouTube aussi. Et la ressource pour toutes les personnes qui voudraient aller un petit peu plus loin. Et je te remercie également pour ton passage et tout ce que tu as accepté de partager avec nous. Et sur ce, je te dis à bientôt. Ciao, ciao. À bientôt. Ciao, merci. Voilà, c'était ultra giga cool. J'espère que ça t'a plu. Avant qu'on se quitte, je t'invite à partager le podcast autour de toi. Il est disponible en vidéo sur Spotify, et oui, mais aussi sur YouTube ainsi que sur toutes les plateformes de podcasting de ton choix. Ça me ferait très plaisir d'ailleurs si tu pouvais me laisser un avis positif là où tu l'as regardé. Sur ce, je te laisse. On se dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!